One Piece est tout simplement le meilleur manga de tous les temps. Je suis très chaud aujourd'hui car cela fait si longtemps qu'on attendait ce moment. 7 ans après que soit paru le chapitre où le roi Cobra montre son souhait de parler au Gorosei, la plus grande discussion de l'histoire de One Piece est enfin montrée. Rappelez-vous, il y a 6 mois, je vous expliquais ma théorie sur le nombre d'épées qu'on pouvait voir dans la salle du trône et si Im serait descendant de la famille Nefertari. Et c'est tout ce qui est abordé dans ce chapitre. Mais vous allez voir que mon avis va encore plus loin que ça avec les nouvelles révélations qu'on a dans ce Build 84. Tout ce qui se passe dans le chapitre est fou. Cobra, le roi Cobra est déterminé à parler aux 5 doyens. Il introduit un nouveau personnage mystérieux, Lily Nefertari. À l'intérieur du château Pangea, Sabo rencontre enfin Bonnie et les gardes parlent d'une fameuse chambre fantôme. Oda rajoute encore des mystères à ce moment de l'aventure. Et comment ne pas parler de Sai et Léo, 2 membres de la flotte de Luffy qui ont fracassé la tête d'un dragon céleste. Ce qui nous ramène au fameux gros incident de la flotte teasé au chapitre 800. Évidemment, on va parler de tout ça dans la vidéo et des théories les plus folles sur ces sujets, notamment sur le véritable pouvoir de Im. Mais avant que la vidéo commence, avez-vous entendu parler de Honkai Star Rail? C'est un tout nouveau RPG fantastique et futuriste avec un système de combat au tour par tour. Le jeu propose une aventure galactique épique avec de multiples pouvoirs. En plus de ça, le jeu est cross-platform et complètement gratuit. Il est disponible sur mobile, sur PC et très bientôt sur PlayStation. Vous serez le pionnier et aurez l'occasion d'explorer une multitude de mondes. Les combats ont été revisités de façon à ce que vous ayez une possibilité infinie de création pour votre team, avec énormément d'ennemis, de personnages et d'améliorations pour vraiment créer votre propre stratégie. Une panoplie de plus de 20 personnages sont parés pour l'aventure, tout aussi variés les uns que les autres. Vous aurez également le pouvoir d'avoir de nombreuses interactions dans ce monde semi-ouvert, découvrir de nombreux trésors, résoudre des énigmes, découvrir les histoires des habitants et dévoiler les secrets du monde. Un tout nouveau personnage 5 étoiles a fait son apparition, Jing Yuan. C'est l'un des généraux de l'alliance de Shenzhou qui mène les chevaliers des nuages. Il a un comportement vraiment atypique, très décontracté, c'est un personnage très calculateur qui le rend très complexe. Il y a juste à voir son ultime et ses dégâts exceptionnels sur plusieurs ennemis pour comprendre qui il est. Jing Yuan avec son ultime peut vraiment rendre une team incroyable. Franchement, vous devriez foncer et l'essayer par vous-même. Vous pouvez télécharger le jeu avec le lien dans la description. Utilisez ce code afin d'obtenir 50 jades stellaires. Merci encore à Honkai Star Rail d'avoir sponsorisé la vidéo. ニコ・ロビンに会ったあの日からずっと世界政府に問うてみたいことがあった。 Bon, que dire de cette discussion? Récap rapide. Il existait autrefois un ancien royaume, qui était très grand et très puissant. Ils auraient des technologies si avancées que même le gouvernement mondial d'aujourd'hui n'a pas pu les rattraper. Pendant le siècle oublié, 20 royaumes se sont alliés et une grande guerre éclata entre cette alliance et l'ancien royaume qui finit par perdre. Les 20 royaumes victorieux ont alors fondé le gouvernement mondial et les 20 familles royales ont déménagé à Marie-Joise, sauf celle d'Alabasta. L'ancien royaume, craignant que le gouvernement mondial allait essayer d'effacer toute trace de l'histoire, demanda alors au clan Kozuki de Wano de graver sur des pierres indestructibles leur histoire dans un langage inconnu. Ces pierres sont les poneglyphes. Et l'une d'entre elles a été confiée au royaume d'Alabasta, le poneglyphe dévoilant l'emplacement de l'arme antique Pluton. Mais directement, on constate un problème. Pourquoi les Kozuki ont confié un poneglyphe au royaume d'Alabasta alors que ce même royaume fait partie de l'alliance qui les a vaincus? Car si on fait bien attention, on remarque que tous les lieux dans lesquels on peut trouver des poneglyphes sont au sein de royaumes liés à l'ancien royaume disparu. L'île des hommes poissons, qui a un poneglyphe d'excuse de Joy Boy, Wano, qui est le lieu d'origine des poneglyphes et qui attend le retour de Joy Boy, Zo, qui abrite un road poneglyphe porté par l'éléphant Zunesha, ancien camarade de Joy Boy. Alors quel a vraiment été le rôle d'Alabasta? Pour répondre à cette question, il faut alors s'intéresser au nouveau personnage introduit dans ce chapitre qui n'est autre que Nefertari Lily, la reine d'Alabasta de l'époque qui est considérée comme une fondatrice du gouvernement mondial. Sauf que celle-ci aurait fait le choix de ne pas habiter sur Marie-Joise et a décidé de retourner sur Alabasta pour continuer son règne. Or, il n'y a aucune trace de Lily dans les textes anciens. Si elle était revenue sur Alabasta, il y aurait forcément des écrits ou des mentions de cette reine. Donc,
tout porte à croire que Lily n'est jamais revenue. Alors qu'est-il arrivé à Lily? Si vous remarquez bien, les 5 doyens ont l'air d'avoir un regard très méfiant. Mais là où leurs expressions du visage changera totalement, c'est lorsque Cobra demandera la signification du dit. Et quand il rajoutera qu'une lettre datant du siècle oublié existe, venant de cette reine Lily, et qui se confie de génération en génération au roi d'Alabasta, directement on sent qu'il ne blague plus. Pour moi, les 5 doyens sont au courant de ce qu'il s'est passé. Ils sont au courant de tout, même de ce qu'il s'est produit pendant le siècle oublié. Rappelez-vous de la discussion qu'ils avaient eue avec le professeur Clover. Ils ont décidé de tuer l'archéologue avant même qu'il prononce le nom de l'ancien royaume. D'ailleurs, cette discussion ressemble beaucoup à ce qu'il se passe actuellement avec le roi Cobra. Une chose intéressante est que Lily fait penser à la fleur nommée Easter Lily, et c'est cette même fleur qu'on aperçoit dans le jardin de Im lorsque ce personnage écoute ce que raconte Cobra aux 5 doyens. Donc, il y a plusieurs mois, moi j'avais dit que Im faisait partie de la famille Nefertari datant du siècle oublié, et que l'épée manquante était en sa possession, dans la chambre des fleurs. Donc le plus plausible serait de penser que Im et Lily soient la même personne, et que si Lily Nefertari n'est pas rentrée sur Alabasta, c'est parce qu'en réalité elle a décidé de contrôler le monde entier et de devenir Im. Mais bien que ce soit aujourd'hui ce que tout le monde pense, ce chapitre pour moi confirme l'inverse total. Et avant de révéler qui selon moi est Im, je vais expliquer pourquoi je pense que Im n'est pas Lily. On a vu que le Gorosei s'agenouille devant Im. Or, ces mêmes Gorosei disent bien considérer la dynastie Nefertari, pas uniquement le roi Cobra, toute la dynastie Nefertari comme des traîtres. De plus, si Im et Lily sont la même personne, alors pourquoi avoir laissé cette lettre il y a des siècles? Apparemment, cette lettre mentionnerait l'initiale du dit, quelque chose que le gouvernement mondial souhaite absolument cacher. Rappelez-vous que pour cela, ils avaient renommé Goldie Roger en Gold Roger. Comme Corazon le dit, les dits sont les ennemis jurés des dieux. Donc si Im serait Lily, cela voudrait dire que depuis 800 ans, elle serait au courant qu'une certaine lettre existe dans ce royaume et qu'elle n'est jamais allée la chercher. Et ça, personnellement, j'ai du mal à y croire. La seule possibilité, selon moi, c'est si Lily aurait été forcée de devenir Im, ou si quelqu'un aurait pris possession de son corps. Mais dans ce cas, ce ne serait pas vraiment Lily. Les paroles de Cobra et le regard des 5 doyens me fait plus pencher vers la piste où Nefertari Lily aurait été la cible du gouvernement mondial en voulant rentrer chez elle après avoir prêté le serment, et qu'ensuite Lily a été effacée de l'histoire, comme ce que les 5 doyens demandent à Im. Donc, est-ce que je pense que Im serait âgé de 800 ans? Oui, car on sait que dans One Piece, il existe un fruit du démon permettant de devenir immortel, le Ope no Mi. Quelqu'un aurait fait cette expérience sur Im il y a 800 ans. Si l'auteur a décidé d'introduire ce pouvoir dans l'arc Dressrosa, c'est que soit l'eau se sacrifiera en l'utilisant, ou alors qu'il a déjà été utilisé auparavant. Et si Doflamingo, ancien dragon céleste, qui est au courant du trésor sacré de Marie-Joise, rechercher ce fruit pour cela, tout porte à croire que c'est bien du côté du gouvernement mondial qu'il y a une personne immortelle. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il y avait des fruits du démon il y a 800 ans? C'est bien sûr Toki Amatsuki, la femme de Oden Kozuki, qui a voyagé dans le futur avec son Toki no Mi. Elle dit elle-même venir d'il y a 800 ans. Donc on sait qu'à ce moment-là, les fruits du démon existaient. Ce serait pas fou de penser que le gouvernement mondial aurait forcé des utilisateurs du Ope no Mi à utiliser le fruit sur eux, en menaçant de tuer toute leur famille par exemple. Mais je sais ce que vous voulez dans tout ça. Alors où est le lien avec Nefertari Lily et Im? Selon moi, il faut aller chercher les réponses chez Vivi, le personnage dont Im avait une photo au chapitre 908. Pour permettre à son royaume de rester prospère, la princesse d'Alabasta avait dû cacher sa relation avec Luffy et son équipage. Ce pourquoi ils ont dû se dire au revoir dans le silence. Et c'est le parallèle que je ferai avec Lily. Elle était encore princesse d'Alabasta quand elle était une camarade de Joy Boy, qui aujourd'hui est Luffy. La réincarnation est un thème très abordé dans One Piece, notamment par le pouvoir des armes antiques, comme Poséidon qui se transmet uniquement entre les princesses sirènes. Et même au-delà des liens familiaux, One Piece a déjà montré plusieurs fois l'héritage d'une volonté. Vivi est une descendante directe de Lily, et Luffy est celui qui a hérité de la volonté de Joy Boy. Joy Boy ou Nika avait plusieurs camarades, la princesse sirène ayant le pouvoir de Poséidon, le clan Kozuki de l'époque, l'éléphant Zunesha
et Nefertari Lili d'Alabasta. Cependant, durant le siècle oublié, le roi d'Alabasta s'est joint aux 19 autres royaumes, mais selon moi, ce roi serait mort pendant cette guerre. Lili est donc montée sur le trône d'Alabasta en tant que reine d'un royaume fraîchement victorieux. Mais ce n'était pas sa décision de s'allier contre l'ancien royaume. À la fin de la guerre, Joy Boy décida d'envoyer les poneglyphes chez tous ses alliés, dont ses anciens camarades, donc Nefertari Lili qui en faisait partie. Cela expliquerait pourquoi Alabasta est fondateur du gouvernement mondial et en même temps possède le poneglyphe de l'arme antique Pluton. Pour protéger son pays, Lili a dû donc se rendre à Marie-Joise et prêter le serment devant le trône vacant. Cependant, n'étant pas du tout en accord avec les valeurs de ce nouveau gouvernement et des dragons célestes, elle refusa de vivre avec eux, avec ceux qui avaient vaincu son ancien camarade, Joy Boy. Sauf qu'en rentrant, son navire a été attaqué et tout comme Im semble vouloir faire disparaître Vivi de l'histoire, Lili a été effacée. Cependant, juste avant d'aller vers la Terre Sainte, elle avait écrit une lettre. Tout comme Joy Boy avait écrit une lettre à la princesse Sirène, s'excusant de ne pas pouvoir accomplir sa tâche, qui était de ramener les hommes poissons avec l'arche Noah, Lili s'excusa auprès de Joy Boy pour ce que son royaume lui avait fait subir. Cette lettre qui explique que même si l'ancien royaume a perdu, la volonté du dit perdurera, et que pour s'assurer que le futur héritier de Joy Boy puisse accomplir sa mission, il faut à tout prix protéger le poneglyphe d'Alabasta. Cette lettre a été transmise de génération en génération, expliquant alors pourquoi les rois et reines d'Alabasta au fil des siècles ont toujours protégé le poneglyphe sans même savoir pourquoi, ni même ce qui est écrit dessus. Évidemment, à l'heure actuelle, sur Lili et Im, on connaît trop peu de choses sur ces personnages, donc toutes les théories sont possibles, d'ailleurs j'ai hâte de lire les vôtres. On pourrait parler des heures et des heures sur la possible relation entre Lili et Im. Est-ce qu'ils seraient autrefois des amoureux? Est-ce que Im serait la fille de Lili, et donc Im aurait tué sa mère? À l'heure actuelle, vraiment, tout est possible. Mais je suis convaincu que Im avait aussi un lien étroit avec Joy Boy, et que il ou elle l'a trahi pendant le siècle oublié afin de monter sur le trône vacant. Ce personnage doit posséder une si grande puissance que même les autres familles victorieuses ont dû accepter de se plier à son pouvoir, tant que celui-ci reste caché du monde. Mais encore une fois, moi ce qui me marque avec le gouvernement mondial, c'est leur capacité à faire disparaître quelqu'un de l'histoire. Et par rapport à Lili, j'ai une idée de là où est-ce qu'elle pourrait être conservée et pourquoi. Car dans le chapitre 1084, où on nous introduit Lili, on nous parle aussi d'une mystérieuse chambre fantôme. Et ça, il faut en parler. Mais avant de parler de ce nouveau mystère, il faut parler d'un incident très grave. Avant de retourner sur Lili Nefertari et Im, parlons d'un des grands moments de ce chapitre. C'est évidemment l'attaque de Sai et Léo contre le dragon céleste Saint Charlos. Cet acte que ces deux individus viennent de réaliser aura des répercussions énormes dans le monde de One Piece. Si vous pensez que j'exagère, laissez-moi vous remettre le contexte. C'était il y a plus de 200 chapitres, l'équipage au chapeau de paille ainsi que 7 leaders de leurs groupes respectifs scellèrent un pacte avec une coupe de saké, un serment d'allégeance à sens unique. C'était la formation de la grande flotte des chapeaux de paille. Cavendish, Bartholoméo, Sai, Hideo, Orlimbus et Edgerodin, tous de puissants combattants ayant juré protection envers Luffy, pour les avoir sauvés sur Dressrosa. Luffy dira qu'il est aussi prêt de son côté à venir les aider si ils ont des soucis. Le narrateur de One Piece terminera ce chapitre en parlant du futur de cette flotte. Il dit que la réputation de ces 7 individus qui se sont retrouvés au service de Luffy au chapeau de paille continuera de grandir. Ils accompliront bientôt de grandes choses et laisseront leur nom dans l'histoire, et ils seront à l'origine d'un événement d'une importance majeure. Mais ça, personne ne le sait encore. Vous le savez, dans l'Arc Sabaody, il est dit que attaquer un dragon céleste équivaut à l'intervention d'un amiral de la marine. Or, actuellement, nous savons que Fujitora et Aramaki sont occupés. Alors il serait possible que ce soit Kizaru ou un membre des chevaliers divins qui interviennent. Mais attention, je ne pense pas que l'événement sans précédent, ce soit ça. Je pense plutôt que ce seront les conséquences de ce que viennent de faire Sai et Léo qui sera l'incident majeur. Parce que maintenant qu'ils ont attaqué Charlos, ces deux-là ne peuvent plus retourner dans leur pays respectif. Cela mettrait tous les civils et innocents de leur royaume en danger. Ils sont obligés maintenant de mener une vie de pirate. Mais ce qu'on sait apparemment, c'est qu'ils n'ont pas été capturés après avoir fait cela. Rappelez-vous que Sakazuki a dit que le coupable avait réussi à s'enfuir
grâce à Saint Miosgard. Et maintenant on comprend tout. Étant donné que tous les soldats et gardes de la Terre Sainte obéissent au dragon céleste, si l'un d'entre eux ordonne à ces personnes de s'échapper, alors ils seront obligés de les laisser. Et mieux encore, si on considère qu'ils ont agi ainsi parce que Miosgard le leur a ordonné, ainsi ils peuvent dire qu'ils ont tout simplement suivi un ordre d'un dragon céleste. En tout cas, quel moment satisfaisant. Oda a vraiment su rendre Charlos tellement détestable, mais quand même on peut louer sa durabilité. On sait qu'il y a actuellement un procès à Marie-Joise où les chevaliers divins sont en train de juger Saint Miosgard, mais que va-t-il arriver à Sai et Léo? Étant donné qu'ils sont tous les deux des commandants de la flotte de Luffy, c'est possible alors que cet incident mènerait à un affrontement entre l'équipage des chapeaux de paille et les chevaliers divins. Évidemment, tout dépendra du niveau de puissance des chevaliers divins. Maintenant que les révolutionnaires ont pu récupérer Kuma et que leur mission est accomplie, ils peuvent enfin rentrer. Mais comme on le sait, Sabo n'est pas rentré avec l'autre groupe. Ainsi, il est temps d'en parler. D'ailleurs, pense à regarder si t'es bien abonné. Tu sais, des fois, on regarde des vidéos sans forcément s'abonner à la chaîne. Ça coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Juste au moment où les gardes allaient repérer Sabo et Bonnie, l'auteur nous donne une conversation plutôt intrigante. Les gardes de cette tour seraient en sous-effectif, ce qui les empêche de vraiment surveiller tout le bâtiment. Et apparemment, il y aurait une raison particulière. Certains gardes disparaîtraient. Et l'un d'entre eux parle d'une fameuse chambre fantôme. Une pièce du château qui serait responsable de la disparition de ces gardes. Qu'est-ce que tu nous fais là, Oda? Qu'est-ce que tu nous caches encore? Alors évidemment, dit comme ça paraît dingue, une chambre fantôme. On peut se dire que c'est juste une rumeur qui circule entre les gardes de Marie-Joise. Cependant, One Piece nous a appris à plusieurs reprises que certaines légendes urbaines dans ce monde ont des explications réelles derrière leurs existences. Rappelez-vous de Who's Who, et c'est derrière ces barreaux qu'il a entendu la fameuse légende de Nika, le dieu du soleil. Et bizarrement, le geôlier qui avait mentionné cela a disparu. Une similitude qu'on retrouve donc avec les gardes dans ce chapitre 1084. Maintenant, on sait que le dieu du soleil Nika existe. Alors cette fameuse chambre fantôme que le garde mentionne existerait bel et bien. Et dans cette salle se cacherait donc un secret lié au siècle oublié. Or, si les esclaves et prisonniers du gouvernement croient en Nika, qui maintenant est lié à Joy Boy et donc lié au siècle oublié, alors la fameuse chambre fantôme, qui elle est crue par les gardes et soldats de la Terre Sainte, donc côté gouvernement mondial, dévoilerait aussi des secrets sur le siècle oublié, mais cette fois-ci dans le camp des 20 royaumes fondateurs. Énormément de possibilités existent, mais selon moi c'est en lien avec Im. Alors quelles peuvent être ces pièces qui seraient la chambre fantôme? Im a été vu dans 3 pièces. La salle du trône, mais qui n'est pas une pièce secrète étant donné que tous les rois doivent y venir pour jurer de ne jamais convoiter le trône, et on a vu que beaucoup de gardes étaient présentes dans cette pièce. L'autre salle est une pièce qui ressemble à un grand jardin avec quelques animaux, cependant elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait appeler une chambre fantôme. De plus, on sait que d'autres personnes qui ne sont ni Im ni les 5 doyens ont accès à cette salle, ce qui nous amène, comme vous l'avez deviné, à la chambre froide. Une pièce glaciale dans laquelle il y a un chapeau de paille géant. Im est allé vérifier ce chapeau de paille avec la prime de Luffy et une autre. Cette pièce rappelle celle où Moria conservait le géant Oz. Il y a un an, j'avais expliqué que dans cette pièce, selon moi, Im garde plusieurs corps datant du siècle oublié, et ce chapeau devait appartenir à Joy Boy. Ce qui expliquerait pourquoi cette pièce a eu le nom aujourd'hui de chambre fantôme. Les fantômes sont évidemment liés aux morts. Et donc certains gardes seraient rentrés à l'intérieur pour voir ce qu'il s'y passe, mais étant donné que c'est interdit, le gouvernement mondial les a fait disparaître. Mais il y a un truc encore plus gros. C'est que ce chapeau de paille était conservé dans un seul des enfoncements de cette pièce. Mais qu'en est-il de tous les autres? Qu'est-ce qui peut être gardé? Il y aurait-il d'autres objets faisant référence au siècle oublié? Selon moi, ce serait ici que sont enfermées toutes les personnes qui doivent disparaître de l'histoire. Ainsi, on retrouverait donc peut-être un objet ayant appartenu à Nefertari Lily. 800 ans d'histoire seraient cachés dans cette pièce. Ainsi, vous l'avez compris, j'imagine que Nefertari Lily, après qu'elle ait refusé de devenir une dragon céleste, se serait fait capturer par le gouvernement mondial, enfermée dans cette salle. Et selon moi, Im aurait un pouvoir permettant de contrôler et utiliser les pouvoirs des corps qu'elle possède, tout comme Moria voulait conserver Oz pour utiliser sa puissance. Et donc, si Im souhaite récupérer Vivi,
c'est parce qu'elle est la descendante de la reine Lily. Et tout comme Shirahoshi a hérité du don de Poséidon, de la princesse sirène datant du siècle oublié, Vivi aurait aussi hérité d'un pouvoir que Lily avait autrefois. Et Im veut utiliser ce pouvoir. Mais la véritable question de tout ce qui se passe actuellement, c'est où est-ce que cela nous mène? On a des membres de la flotte de Luffy qui vont sûrement être la cible des chevaliers divins, un roi assassiné, les souvenirs d'un passé lointain qui hante le gouvernement mondial remontent, des pirates qui se rapprochent de plus en plus de la vérité qui, comme Barbe Blanche le dit, causera une guerre qui déchirera le monde. Luffy rallie derrière lui les Nefertari, les Mink, les hommes poissons, les Shandia, les samouraïs et tant d'autres personnes, et de son côté, le gouvernement mondial passe aussi à son offensive. En se dévoilant devant le roi Cobra, Im démontre qu'il n'y a maintenant plus de retour en arrière possible, plus de maintien d'équilibre, la guerre est déclarée. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus!